Bonjour Serge Bayala. Oui, bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter encore davantage à nos auditeurs. Ok, donc je suis Bayala Serge, rebaptisé pour une question de conviction panafricaine, Bayala Lionwe Imhotep, porté des noms qui renvoient au continent et tout. Et donc, je suis étudiant en master de prévention de crise et de gestion de la paix sociale, et aussi un master en littérature et culture africaine. Et je suis par ailleurs militant dans plusieurs mouvements sociaux, dont principalement le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, dont je suis l'un des membres fondateurs et premier responsable actuellement. Et je suis aussi militant de base au niveau du mouvement Le Balai Citoyen. Et tout récemment, je fais partie du comité international pour la construction du mémorial Thomas Sankara. Donc c'est autant d'activités que je fais, mais je me définis tout simplement comme activiste panafricain. D'accord. Alors on va s'arrêter sur le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, okay, dont vous êtes membre fondateur et responsable en même temps. Alors 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, ça fait penser au panafricanisme. Tout à fait. Alors est-ce que ça veut dire que c'est l'idéal panafricaniste qui est défendu en tout cas derrière donc, ce cadre? Oui, je dirais même pas derrière, devant. Je dirais tout simplement que, comme l'indique l'intitulé ou le nom, 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, nous avons fermement pour idéologie, et dans toute honnêteté, le panafricanisme, parce que pour nous, c'est la religion de notre survie. En dehors de cet idéal, tout le reste est humiliation. Voilà. D'accord. Alors, l'idéal panafricaniste, vraiment, vous y croyez? J'y crois. J'y crois, je suis un afro-optimiste. Et mon afro-optimisme n'est pas un afro-optimisme béat. C'est un afro-optimisme qui se fonde sur un certain nombre d'indices qui nous inspirent la sérénité, l'espoir par rapport à ce projet panafricain. Et cela, c'est des indices comme déjà l'existence d'un cadre de débat panafricain, 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. Comment se fait-il qu'à une époque où on commence à douter fondamentalement de ce courant de pensée, il y ait des jeunes qui de rien mettent en place un cadre dénommé 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique et qui mobilisent au bas mot par jour 150 personnes. C'est le signe qu'il y a de l'adhésion par rapport à la vision. Peut-être par les âges, les premiers promoteurs ont eu les difficultés, ont été confrontés à un certain nombre de réalités en termes de qualité de ressources humaines, en termes d'opinion. Mais aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir plus de personnes instruites, plus de personnes qui sont attentionnées à ces questions. Et donc, pour moi, c'est des signaux, c'est un terreau fertile pour faire germer le panafricanisme. Et nous pensons qu'avec déjà le cadre, ce que nous essayons de faire, c'est un signal fort que nous envoyons en termes d'espoir. Et ce que nous constatons comme élément concret de volonté dans les citoyens, c'est que nous devons espérer. Nous devons espérer parce que les éléments nous motivent. D'accord. Alors, on voit que de grandes figures panafricanistes qui ont vraiment défendu cet idéal-là, beaucoup y ont laissé en tout cas leur plume. Ça me fait rappeler à Patrick Lumumba, Thomas Sankara et même récemment à Muammar Kadhafi, dont on célèbre, en tout cas dont on commémore aujourd'hui les 5 ans de son assassinat. Alors toutes ces personnes-là, toutes ces grandes figures panafricanistes y ont laissé en tout cas leur vie. Alors est-ce que l'idéal panafricaniste ne resterait pas un vain mot? Non, je pense qu'il devient plus sûr, il devient plus une réalité que nous devons tenir en haleine en toute constance, parce que c'est au pied de ces circonstances, c'est au pied de ces sacrifices, c'est au pied de ces hésitations que doit se raffermir la conviction par rapport au combat. On ne s'attaque pas à quelque chose qui n'est pas utile. On ne s'attaque pas à quelque chose qui n'a pas de projet de prospérité. Quand on s'attaque à quelque chose, ça veut dire que c'est une chose suffisamment importante. Et quand on s'en prend fermement à elle, nous avons un propos très sage de Thomas Sankara qui dit que là où s'abat le désespoir, s'élève la victoire des persévérants. Pour nous, la disparition tragique de Lumumba, la disparition tragique de Thomas Sankara lui-même, la disparition de Sylvanus Olympio sont pour nous des éléments de motivation pour continuer la lutte, parce que sur le chemin, beaucoup flancheront, mais dans la cohérence et la persévérance, nous finirons par triompher, parce que
nous créons les conditions pour que plus jamais il y ait ce désastre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons un avantage immense. Et cet avantage immense, c'est d'avoir compris qu'il faut amener les masses populaires à adhérer au projet panafricain pour faire en sorte que, comme le dit Joseph Kizerbo, que si un référendum sincère et transparent est organisé auprès des citoyens africains pour demander leur avis, voulez-vous l'unité ou bien vous êtes opposé à l'unité, le référendum sera remporté par un score soviétique à la faveur de l'unité africaine. C'est le signe que nous devons nous enseigner des lacunes des aînés et faire en sorte que nous partons de la base, nous adhérons, nous gagnons la légitimité des citoyens à la base pour l'imposer au haut. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ça qui nous indique que dans la solidarité avec les masses populaires, le panafricanisme quittera son sort de 20 mots pour devenir un mot réel, quelque chose de concret, quelque chose de palpable et de réalisable. Et je pense que c'est très faisable. Et comme le stipule clairement certains esprits lucides par rapport à la question, le continent africain a des enjeux extrêmement importants. Il est le continent d'avenir, comme le reconnaissent même beaucoup de centres internationaux de recherche occidentaux par rapport au continent lui-même, par rapport à ce qu'il a comme garantie d'espoir quand on sait ce qui se passe dans les autres mondes. Et aujourd'hui, on a tout intérêt à maintenir l'Afrique sous le diktat de la colonisation qui a peut-être qui a dû décréter sa fin à un moment donné, mais la réalité c'est qu'elle comprend que des hommes comme Sankara ne méritent pas de vivre parce que leurs projets pour l'Afrique sont mis en mal par des hommes comme ceux-là. Et c'est à cause de ça l'impérialisme s'attaque à eux. Mais c'est à nous de comprendre qu'il n'y a pas d'action innocente. C'est aux Africains de s'approprier ce combat et d'y aller à fond avec tous les risques que cela comporte. Justement, c'est aux Africains de s'approprier ce combat et vous dites qu'il faut fédérer les masses populaires afin qu'ils adoptent effectivement l'idéal panafricaniste. Est-ce que le problème ne se trouve pas au niveau des dirigeants en fait? Oui. Qui sont vraiment de complicité avec les Occidentaux. Oui, pourquoi je dis qu'il faut revenir au niveau des masses populaires et les amener à adhérer au projet. Je dis ça par échec et par manque de volonté des leaders politiques qui étaient censés porter cet idéal. Mais malheureusement, le groupe de Moronvia qui décidera contre l'Afrique prendra le dessus lors de cette grande conférence internationale qui devait décider si on partait à l'Union africaine ou pas. Malheureusement, quand ils l'ont remporté, on a mis des institutions de façade en place. Et l'Union africaine qui est construite par la Chine. C'est un manque c'est une nécessité mentale ou intellectuelle de nos leaders que de penser que la charité béate et universelle est une réalité. Il n'y a pas un peuple qui peut faire saigner ses citoyens pour venir gratuitement au bout de besoins d'un autre. Ça veut dire que géostratégiquement, nos leaders politiques sont nuls. Nous sommes dans un monde où c'est les intérêts qui guident les actions. Et les Africains doivent comprendre cela. Et pour illustrer ça avec des cas pratiques, c'est le cas par exemple du siège de l'Union africaine qui est construit par la Chine. L'Union africaine est financée à 64% par l'Union européenne. C'est-à-dire un autre regroupement finance notre regroupement. C'est de l'infantilisation politique. C'est un manque de vision. Et donc, pour être propriétaire de notre souveraineté, nous devons être les bailleurs de fonds de cette souveraineté. Parce que personne d'autre ne peut réfléchir mieux notre bonheur à notre place. Mais malheureusement, nos chefs d'État ont fait de l'Union africaine un syndicat d'administrateurs coloniaux. Parce que c'est des vallées locales. Est-ce que pour vous, l'Union africaine et des organismes comme la CEDEAO qui sont censés effectivement fédérer l'Afrique, quelle est votre appréciation de ces organismes? Non, c'est des organismes qui font plutôt la promotion de qui nous détournent, qui nous divertissent. C'est des organismes de divertissement massif pour détourner régulièrement les Africains
de leur propre responsabilité. C'est-à-dire, on dit à l'Africain, non, c'est plus la peine de réfléchir, nous on en a déjà réfléchi pour toi, et contente-toi d'appliquer les décisions que nous t'envoyons. Et donc ces ensembles sont des ensembles CEDEAO, comme je le disais tantôt, et tous les instruments qui sont pensés pour nous, même la question de la monnaie et tout ça, ne peuvent pas être des éléments qui nous mettent en sécurité. Mais c'est des éléments, c'est des ensembles qui entretiennent notre aliénation politique, économique, culturelle, militaire et tout. Et c'est à travers ces ensembles que le colon d'hier continue à nous guider sans que nous sachions véritablement nous saisir de notre responsabilité. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer ces ensembles-là comme des ensembles d'espoir pour notre unité, parce que ces ensembles n'ont pas été pensés par nous. D'accord. La vision 2020 de la CEDEAO prône quand même en tout cas une unité des peuples maintenant, c'est-à-dire on va passer de l'unité des États à l'unité des peuples. Alors, avec en perspective la création d'une monnaie commune, en tout cas pour tous les États de l'espace CEDEAO, n'est-ce pas pour vous, n'est-ce pas une étape en tout cas pour aller vers cette fédération? Oui, ça peut, quand on n'a pas une très bonne lisibilité de la question, on peut la recevoir comme une aubaine. La question fondamentale qu'on se pose, qu'on doit se poser toujours en tant que panafricain ou en tant qu'Africain, quant à notre responsabilité d'être heureux, quant à notre responsabilité de bâtir la nation ou l'état de nos espérances, c'est qui pense ça pour nous? Et est-ce qu'il pense ça gratuitement? Et aujourd'hui, la question de la monnaie qu'on projette en termes de monnaie unitaire et conçue pour plusieurs États n'est pas du ressort de la responsabilité des économistes africains, n'est pas du ressort de l'élite africaine. C'est une anticipation sur le débat qui se fait sur le franc CFA. C'est une anticipation que le colon fait sur la question de la monnaie qui commence à se poser de façon accrue, parce que nous sommes en train de découvrir crûment que la monnaie qui conditionne notre production, qui conditionne notre vie, est une monnaie qui a été conçue pour faire en sorte que nous ne franchissons aucun pas de dignité en termes financiers ou en termes citoyens. Et donc, comme le débat commence à se poser aujourd'hui, il y a un éveil de conscience par rapport à la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut anticiper pour dire non, c'est pas la peine, cessez la réflexion, nous on va faire ça pour vous. Et c'est là où les économistes africains doivent se saisir de leurs responsabilités pour dire non, il faut qu'on mette un terme aux recettes intellectuelles qui sont conçues, pensées pour nous, sans que nous ne soyons acteurs de cela. Et c'est là où je pense que c'est un court-circuit qu'on fait à la gestation de la pensée par rapport à la question monétaire. Et les Africains ne doivent pas accueillir ça comme un hurrah ou comme une victoire. Et ça doit les obliger à réfléchir urgemment et à pouvoir anticiper et se rendre compte que il y a une seule manière pour eux de penser leur bonheur, c'est d'en être les responsables. D'accord. Alors, on va parler d'autre chose maintenant. Le 15 octobre dernier, vous étiez à Niamey, oui, au Niger, pour commémorer en tout cas le 29e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Alors, pourquoi avez-vous opté d'aller commémorer en tout cas cette journée qui s'appelle maintenant Sankara Day? Oui, voilà, à Niamey. Sankara Day. Je suis vraiment très content qu'on le dise, parce que l'un de nos projets, c'est d'arriver à consacrer cette date-là comme un jour qu'on impose à la mémoire universelle, Sankara Day, comme il en existe pour certaines circonstances. Et déjà pour Niamey, il faut dire que je fais partie du comité international du mémorial Thomas Sankara, et à l'occasion du lancement officiel, nous avons fait venir 9 délégations des différents pays de la sous-région, et le Niger fait partie des pays qui sont venus avec une délégation de 45 personnes de Niamey. Et j'étais celui qui avait coordonné la venue et la mobilisation des différentes délégations. Et donc, à cette occasion, ils avaient voulu commémorer avec nous, au même moment et avec des activités de grande envergure, le 29e anniversaire. Et donc, c'est dans ce cadre que le comité international m'a mandaté pour la représenter auprès des frères nigériens pour le lancement officiel de la mobilisation de fonds auprès de leur pays, auprès de leurs citoyens, comme la contribution du peuple nigérien à la construction et à la souveraineté
du mémorial qui est en projet. Parce que si nous ne finançons pas en tant que citoyens ce mémorial, nous créons les conditions de son aliénation. Et donc, pour être propriétaire du mémorial, il faut que nous soyons les bailleurs de fonds de ce mémorial. Et donc, c'est ce message-là qu'on allait partager à Niamey. Et bien évidemment, il y a eu plein d'autres activités parallèles que nous avons entretenues autour de l'homme, autour de ses idéaux et autour de la conscience nouvelle que nous voulons voir et prendre forme autour de tout ce combat-là. Sankara, le Nigérien. Alors, le débat a été un peu houleux sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez revenir encore sur cette... Oui, et j'avoue que c'est ici qu'on minimise, ou le fait d'être propriétaire de l'homme, on ne mesure pas toute sa valeur. Moi, en partant au Niger, j'ai fait... je sais pas, naïvement, j'ai porté un t-shirt qui avait l'effigie de Sankara. Et je vous dis que ça constituait mon laissez-passer à tous les postes de police au niveau du Niger. Et chose extrêmement touchante, c'est que les Nigériens ont un débat profond sur la question de la du nationalisme. Ils ont une conscience politique très poussée, mais fort heureusement, cette conscience nationaliste est fondée exclusivement sur l'idéal Sankara. Et nous avons trouvé des citoyens de toutes les couches sociales qui partagent cet idéal, que ce soit des journalistes, que ce soit les étudiants, que ce soit les taximens. Et d'ailleurs, il y a le président du syndicat des taximens avec qui on a eu une grande collaboration et qui a permis nos passages dans beaucoup de médias et qui a fait une mobilisation de tous les taximens pour pouvoir s'approprier le projet en le finançant exclusivement à hauteur de 500 000. Par les taximens. Et il dit, Obama, c'est ce qu'il peut faire déjà de façon urgente. Et nous pensons que si Sankara est de nationalité burkinabé, s'il est né au Burkina, il est un patrimoine nigérien. Nigérien parce que les Nigériens le portent en toute humilité. En toute humilité, moi-même étant héritier, je dirais que l'énergie avec laquelle il le porte, au-delà de la distance, c'est une énergie qui le rend plus propriétaire de l'homme, plus gardien de l'homme, plus méritant de l'homme. Parce que au-delà même de Niamey où j'étais, à Maradi, à environ 800-850 km au nord-est de Niamey, le même jour, il y avait une grande mobilisation à laquelle on voulait à tout prix que j'y sois. Malheureusement, c'est des grandes distances qu'on ne peut pas faire avec les moyens que nous connaissons. À Zender, c'est la même mobilisation. Et donc, tout le Niger est extrêmement mobilisé. Pour nous, c'est vraiment dire que Sankara est nigérien, ce n'est pas un abus. C'est une reconnaissance et c'est de la justice. D'accord. Alors, l'histoire politique du Burkina Faso a connu beaucoup de rebondissements, en tout cas ces 2 dernières années. On peut citer entre autres de passage l'insurrection populaire de fin octobre 2014, la résistance contre le putsch de l'ex-régiment, voilà. Avec son régiment. Voilà. Tous ces événements ont conduit à ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas, à la mise en place d'un gouvernement issu d'une élection dite libre et transparente. Oui. Voilà, je pèse mes mots. Oui, oui, oui. Voilà, donc, alors, est-ce que pour vous, c'est la preuve de la maturité, en tout cas, des citoyens burkinabés vis-à-vis de la démocratie? Non, je pense qu'il ne faut pas enlever cela au peuple. Il ne faut pas enlever ce mérite de maturité au peuple. Je pense que c'est cette avancée très évoluée qu'on a connue par rapport à ces 2 temps, 2014, 2015, 2016. C'est-à-dire, en 3 petites années, on a réalisé un périple que des peuples n'ont pas encore pu faire pendant un siècle ou qui n'ont pas encore pu réaliser en 50 ans. C'est-à-dire nous avons accru notre conscience politique sociale à travers ces mouvements. Déjà avec l'insurrection, le fait de réussir ce pari, c'est lié à la maturité et au salut qu'on doit à la mémoire collective des citoyens qui ont compris qu'ils ne devaient plus être des citoyens passifs. Mais désormais, ils devaient passer au stade de citoyens actifs, c'est-à-dire des citoyens qui sont sensibles à leur propre gestion. Et je pense que ça, c'est une avancée énorme. Et la résistance au putsch vient doubler, vient confirmer ou consacrer la maturité de ce peuple-là, qui est à saluer. Et enfin, comme vous le dites, les élections, qu'on le veuille ou pas, c'est les élections qui ont connu un engouement
que nous avons rarement connu lors de nos différents scrutins. Et je pense que les élections présidentielles, à travers la qualité de participation, je pèse bien la qualité de participation, les dispositions mentales et citoyennes que les citoyens ont eues vis-à-vis de ce processus-là, attestent que c'est un peuple qui avance sûrement avec beaucoup de lenteur, mais dont chaque pas est un pas d'espoir. Et ça, c'est énormément à saluer. Voilà. Mais maintenant, quant à la qualité des acteurs qui jouissent de la maturité du peuple, bon, ça, le débat peut être mené, et c'est là où nous ressentons un petit regret que, toute une telle synergie soit un peu mise à mal par la qualité des hommes que nous avons, aussi bien sur le plan politique, comme tous les leaders politiques que nous avons. Voilà. Et à l'occasion de ces événements, le pays aussi a enregistré malheureusement beaucoup, en tout cas beaucoup de martyrs. Oui. Voilà. Vous-même, vous êtes une des victimes. Votre chambre qui est toujours en rééducation. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu sur sur cet événement? Oui. Bon, il faut dire que après l'insurrection, il y avait toujours une question qui nous taraudait. Nous avons compris que l'insurrection nous a permis de nous débarrasser de la branche politique du régime. Mais sa branche militaire était encore vivante. Et quand, après les différents sursauts et les différentes interruptions, nous sommes arrivés à ce fameux 16 septembre, moi, à l'époque, j'étais assis à la maison parce que ma mobilité était diminuée au regard d'un incident antérieur que j'avais. Et vers 16 heures, j'apprends par les ondes de Radio Omega qu'il y a, cette fois-ci, ce n'est pas une interruption comme les autres. Et en même temps qu'on écoutait, j'entends des gens qui rentrent, couper ça, tirer tant. Donc, j'ai compris que ça avait pris une allure vraiment très plus au sérieuse par rapport à la volonté de perpétrer un coup d'État et d'arrêter le processus vers l'espoir. Et là, j'ai compris qu'on était en train de nous obliger à regretter tout le sacrifice consenti. Personnellement, pendant l'insurrection. Là, je dis, au-delà de l'handicap que je portais à l'époque, il fallait tout faire pour se mobiliser soi-même. Donc j'ai essayé pendant une semaine de faire du web activisme, j'ai été très dense, très intense, mais après j'ai commencé à voir que il y avait le désespoir qui prenait beaucoup de mes camarades. Et personnellement, contre mon propre gré, je suis allé sur le terrain, c'était au niveau de l'hôtel Laïco. Et quand je suis arrivé, voilà, il y avait Bézik Soul qui était là. Quand il m'a vu, voilà, j'avais des béquilles, puisque j'avais fait un accident antérieur qui était pratiquement reconsolidé. Et là, bon, il disait que c'était des actes il fallait matérialiser. Là où on voit 3 V8 noirs qui arrivent chargés de RSP. Comme je ne pouvais pas courir, voilà, les gens étaient là, les gens ont disparu et ils ont commencé à tirer en l'air. Donc moi j'ai réfléchi un peu, après j'ai essayé de longer le mur de l'Aïko en partant vers le centre commercial. Et là il y avait 3 qui étaient derrière moi, voilà, qui m'ont demandé de déguerpir. Et je ne savais pas comment produire ce miracle. J'avais plus que jamais à l'esprit que pour que je sorte vivant de là, il fallait une intervention directe de Dieu lui-même. Et je pense que mon cri de cœur a porté parce que ils ont rafalé derrière moi. Quand ils ont rafalé, j'ai pris panique et j'ai voulu courir. Quand j'ai pris appui sur le pied, ça s'est recassé et j'ai été réintégré. C'est aussi, je pense que je fais partie des cas heureux. Des cas heureux quand on sait que beaucoup sont au cimetière. D'accord. Après tous ces états passés, aujourd'hui, les observateurs sont unanimes. Le Burkina Faso est dans une bonne trajectoire. Mais selon vous, quels sont les écueils qu'il faut éviter pour ne pas retomber, en tout cas, dans les erreurs du passé? Je pense que tout ce à quoi il faut mettre un terme strict aujourd'hui, c'est d'avoir les prétentions d'être le penseur du bonheur du peuple. Et il faut que toute l'élite que nous avons tue ces germes de rétrograde là en elle et qu'elle fasse du citoyen le responsable et le garant de son propre bonheur. Qu'on n'ait pas la prétention de dessiner son bonheur pour lui, qu'on l'associe à la désignation et à la conquête de son propre bonheur. C'est-à-dire faire en sorte que
des pratiques comme la fracture sociale, c'est-à-dire qu'il y ait un clan de personnes qui jouissent impunément de la majorité de nos ressources et que la grande majorité continue à végéter dans l'extrême misère, c'est des pratiques qui doivent cesser ici et maintenant. Et aussi qu'on fasse en sorte que notre destin commun ne soit pas le monopole de quelques-uns parce que ils pensent avoir détenir la vision globale de ce qu'ils veulent de nous. Et c'est tout simplement avoir le courage de relire les événements récents et de se rendre compte que aucun bonheur matériel, financier, ne peut garantir la sécurité d'un citoyen. La sécurité d'un leader politique, d'un gouvernant, est assurée exclusivement par la qualité de sa gouvernance. C'est le seul gage de sa protection. Ni la communauté internationale, ni l'ONU ne peut mettre en sécurité un dirigeant. Si c'était le cas, Blaise n'allait jamais quitter parce que jusqu'à ce qu'il chute, il a été sécurisé et protégé par la France. Et son extradition vers la Côte d'Ivoire a été assurée par la France. Ça veut dire, quand le peuple est debout, l'impérialisme tremble. Quand le peuple est décidé, aucune arme aussi moderne ou aussi sophistiquée que soit-elle ne peut venir à bout de sa détermination. Et c'est ce que nous avons prouvé. Et je pense que c'est là où qu'il faut regarder pour ceux qui sont là, pour ne pas devenir Ivoiriens anticipés ou Vietnamiens anticipés. Et je pense que nous avons encore les moyens de transformer beaucoup de citoyens en citoyens exilés. Et c'est de dire que le peuple reste toujours sur ses garants et n'hésitera pas, chaque fois que l'occasion lui sera donnée, de rappeler à ceux qui nous gouvernent que notre énergie insurrectionnelle est encore là et que ce qui nous a mené à faire l'insurrection doit être des devoirs, ce n'est pas des négociations. Et je pense qu'en partie, ils doivent aussi leur existence à la venue de l'insurrection. Si l'insurrection n'avait pas eu lieu, le miracle de se retrouver un jour président n'aurait pas aussi lieu. Que par respect pour le sacrifice de ces citoyens qui ont été arrachés de façon spontanée à notre affection collective, soient honorés et respectés. Et pour les honorer et pour le respecter, ce n'est pas compliqué. Il faut pratiquer la bonne gouvernance. Et je pense que c'est possible. Serge Bayala, merci. Je vous en prie.